Aujourd'hui, nous plongeons dans les tréfonds tumultueux de la Révolution française pour vous conter l'histoire poignante des Chevaliers du Poignard. En ce fatidique 28 février 1791, alors que le ciel de Paris s'assombrissait sous le poids des nuages orageux de la Révolution, un groupe de nobles, fidèles jusqu'à la dernière goutte de leur sang bleu, allait tenter un ultime acte de bravoure pour sauver leur bien-aimé Louis XVI. Préparez-vous à un récit palpitant de loyauté, de trahison et de la fin d'une époque. L'aube du 28 février 1791 se lève sur une France méconnaissable. Paris, jadis joyau de la monarchie, est devenu une poudrière prête à exploser. L'air est lourd, chargé de tensions et de rumeurs. Dans les rues pavées de la capitale, le peuple gronde. La crise économique frappe durement, le prix du pain atteint des sommets vertigineux. Les estomacs vides rendent les esprits plus enclins à la révolte. Louis XVI, ce roi qui semble de plus en plus étranger à son propre royaume, fait positionner des soldats autour de Paris. Ce geste, censé rassurer, ne fait qu'attiser les braises de la méfiance. Les Parisiens y voient la menace d'un pouvoir prêt à écraser toute dissidence. C'est dans ce climat électrique qu'une rumeur se répand comme une traînée de poudre. On construirait une nouvelle Bastille au château de Vincennes. Santerre, brasseur devenu tribun du peuple, saisit l'occasion. Sa voix tonnante résonne dans les quartiers populaires, galvanisant une foule déjà prête à en découdre. Comme un seul homme, cette marée humaine se met en mouvement, déferlant vers Vincennes. Pendant ce temps, aux Tuileries, le cœur battant de l'Ancien Régime, une scène tout autre se joue. Dans les couloirs feutrés du palais, des ombres s'agitent. Ce sont les derniers fidèles de la monarchie, nobles au sang aussi bleu que leur détermination est forte. Parmi eux, le comte d'Hervilly et le marquis de Vaudreuil, figures emblématiques d'un monde sur le point de s'éteindre. Ces hommes, ces chevaliers du poignard, comme on les surnommera bientôt, sont animés par un sens du devoir presque chevaleresque. Ils sont prêts à tout, même à sacrifier leur vie, pour protéger leur roi bien-aimé. Mais leur loyauté, si noble soit-elle, sera bientôt perçue comme une menace par un peuple assoiffé de changement. Le soleil de février peine à percer les nuages lourds qui pèsent sur Paris ce jour-là. Aux Tuileries, l'atmosphère est électrique. Les nobles s'agitent dans les couloirs du palais, leurs yeux brillants d'une détermination farouche. Soudain, un murmure parcourt l'assemblée. Une rumeur vient d'atteindre leurs oreilles. On les accuse de vouloir assassiner les gardes nationaux. L'absurdité de cette accusation ne fait qu'attiser leur colère et leur détermination. C'est alors que l'impensable se produit. Les portes s'ouvrent avec fracas, laissant entrer une vague de gardes nationaux, leurs visages déformés par la rage et la peur. Le choc est brutal. Le duc de Pienne et le comte de Tilly, ces fiers aristocrates habitués aux révérences de la cour, se retrouvent soudain traînés sans ménagement sur le sol marbré du palais. D'autres, comme le marquis de Chabert et le marquis de Beauharnais, tentent de résister. On peut entendre le cliquetis des épées qui s'entrechoquent, mêlés aux cris de colère et de douleur. Mais leur bravoure est vaine. Un à un, ils sont désarmés, leurs précieuses épées arrachées de leurs mains tremblantes. Au milieu de ce chaos, Louis XVI apparaît, le visage pâle et les traits tirés. D'une voix qui trahit son angoisse, il ordonne à ses fidèles de déposer les armes. Monsieur de Gouvion, témoin de la scène, rapportera plus tard les paroles du roi. Qu'il ne pouvait pas répondre des suites si Sa Majesté ne faisait pas déposer tous les armes à ceux qui en étaient munis. Le cœur lourd, les nobles obéissent. Dans un silence pesant, entrecoupé seulement par le bruit sourd des armes déposées sur les tables, ils abandonnent leur dernier moyen de défense. Pour beaucoup, c'est plus qu'un simple geste. C'est l'abandon symbolique de leur monde, de leurs privilèges, de tout ce qui a défini leur existence jusqu'alors. C'est à ce moment précis que le sentiment de trahison commence à germer dans le cœur de certains nobles. Ils ont risqué leur vie pour défendre leur roi. Et voilà que ce même roi leur ordonne de se rendre sans combattre. Pour eux, c'est une capitulation inacceptable, une abdication de tout ce en quoi ils croient. Le lendemain, la presse révolutionnaire s'empare de l'incident avec une fougue sans pareille. Le journal Le Moniteur couvre ces pages de récits enflammés, transformant les nobles en monstres assoiffés de sang.
On y parle de machines infernales et d'armes sans nom, attisant les braises de la peur et de la méfiance au sein de la population. Dans les rues de Paris, l'atmosphère est électrique. Les conversations vont bon train, alimentées par les rumeurs les plus folles. On parle de complots, de tentatives d'assassinat, d'une contre-révolution imminente. Les images du roi, autrefois vénérées, sont maintenant arrachées et piétinées par une foule en colère. Pendant ce temps, aux Tuileries, Louis XVI sombre dans une profonde mélancolie. Témoin impuissant de l'humiliation de ses derniers défenseurs, il mesure l'ampleur de sa chute. Des témoins rapportent l'avoir entendu murmurer, le regard perdu dans le vide. Ils m'ont défendu au péril de leur vie, et je n'ai rien fait pour eux. Ces mots résonnent comme le glas de la monarchie française. Pour de nombreux nobles, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Déjà ébranlés par les événements des dernières années, ils voient dans cet incident la preuve que leur monde s'écroule irrémédiablement. Certains, comme le prince de Condé, décident que le moment est venu de quitter la France. C'est le début d'une vague d'émigration qui va priver le pays d'une partie de son élite et alimenter les tensions avec les puissances étrangères. L'affaire des Chevaliers du Poignard, telle une onde de choc, se répercute bien au-delà des murs des Tuileries. Cette journée du 28 février 1791 marque un tournant décisif dans l'histoire de la Révolution française. La méfiance envers la noblesse atteint son paroxysme. L'incident renforce la conviction des révolutionnaires les plus radicaux que la noblesse constitue une menace permanente pour les acquis de la Révolution. Il alimente les appels à une vigilance patriotique accrue et contribue à creuser le fossé entre le peuple et la monarchie. Cette journée préfigure les événements dramatiques à venir. Quelques mois plus tard, en juin 1791, la tentative de fuite de la famille royale à Varennes marquera un point de non-retour. La confiance, déjà fragile, entre le peuple et la monarchie sera irrémédiablement brisée. Louis XVI, jadis souverain absolu, se retrouvera de plus en plus isolé, ouvrant la voie à la chute de la monarchie et à l'avènement de la République. Ainsi s'achève l'épopée des Chevaliers du Poignard, ces héros tragiques d'une révolution qui les dépassait. Leur histoire nous invite à réfléchir sur la nature du changement social, sur le prix du progrès et sur la complexité des loyautés humaines face aux bouleversements de l'histoire. L'incident des Chevaliers du Poignard n'est pas seulement l'histoire d'une journée de février 1791. C'est le récit de la fin d'un monde, le dernier acte d'une pièce qui se jouait depuis des siècles. Il marque le moment où Louis XVI, jadis souverain absolu, devient un obstacle à la marche inexorable de la Révolution. Cette histoire nous rappelle que le cours de l'histoire est souvent façonné par des moments de bravoure mal interprétés, par des gestes nobles aux conséquences inattendues. Les Chevaliers du Poignard, en voulant sauver leur roi, ont involontairement précipité sa chute. Leur loyauté, admirable dans un autre contexte, est devenue le symbole d'un ordre ancien, refusant de céder sa place au nouveau monde qui émergeait. Que l'histoire des Chevaliers du Poignard nous serve de rappel. Dans les moments de grands bouleversements, la frontière entre l'héroïsme et la folie, entre la loyauté et l'aveuglement, peut être terriblement mince. C'est dans ces moments cruciaux que se forge le destin des nations et que s'écrit l'histoire avec un grand H.